Les villes sont inondées. En quelques jours, la Bolivie compte plus de 100 000 sinistrés. 18 provinces sur 23 sont noyées. Des milliers de personnes fuient les eaux qui ne cessent de monter. En quelques minutes, la ville est paralysée. Elle sombre dans un chaos presque total. Et c'est comme ça dans tout le pays. C'est un mur d'eau qui s'abat sur les rivages japonais. La force de l'eau est inimaginable. Plus de 1000 tonnes par mètre cube. La crue du Nil Blanc dure depuis 3 ans. Des milliers de personnes fuient les villes, comme celle de Paniagor, ou du moins ce qu'il en reste. Grâce à une digue, les habitants ont pu préserver le centre. Mais maintenant, ils ont peur qu'elle ne cède. Certains se sont donc résolus à abandonner leur maison. Les inondations touchent près de la moitié du pays. À cet endroit, la profondeur ne dépasse pas 1,50 m. Alors si les voyageurs veulent avancer, ils n'ont qu'une seule solution. La situation est très compliquée. C'est très dur de pousser. Ça nous demande beaucoup d'énergie. C'est vraiment fatigant d'ouvrir la route en dégageant toutes ces herbes. Ça peut nous prendre beaucoup de temps, 2 ou 3 heures. Certains bateaux transportent de la nourriture pour nos familles. Alors on doit s'entraider. On est des hommes forts et courageux. On se donne du mal pour les autres et pour trouver de quoi manger. 2 heures qu'ils triment. Et les embarcations ne bougent toujours pas. La population n'en peut plus. Chaque voyage se transforme forcément en épopée. Le gouvernement doit nous aider en construisant des digues pour bloquer la montée des eaux. Le gouvernement ne fait rien pour vous aider? On va voir comment ils vont intervenir. Mais peut-être qu'ils ne vont rien faire. Pour l'instant, on attend toujours. Il faut dire que l'État manque d'argent. Et dans le pays, tout est à construire. Le maire veut nous montrer la situation catastrophique de ses administrés. Vous voyez là-bas, c'est ma cour. D'habitude, j'ai des cochons, des poules et plein d'autres animaux. Beaucoup sont déjà morts, noyés. Nous avons besoin d'aide. Regardez mes voisins, ils sont tous inondés. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Georges Paille. Vous êtes combien ici? Nous sommes 6 personnes à habiter ici. Tu vois, l'eau a tout inondé. C'est votre maison? Oui, c'est ma maison ici. Vous pouvez cuisiner? C'est la cuisine ici? Oui. Mais alors, vous cuisinez comment? Là, dans le couloir.
De leur avion, les gardes-côtes japonais découvrent cette montagne d'écume. Ce n'est plus une vague, c'est la mort qui déferle. À l'approche des côtes, le tsunami va atteindre une hauteur hallucinante. À certains endroits, il dépassera les 23 mètres. Pourquoi une telle taille? En s'approchant du Japon, l'avant de la vague se heurte à la côte qui la ralentit, mais l'arrière, lui, arrive toujours à 800 km/h. Résultat, c'est un mur d'eau qui s'abat sur les rivages japonais. Le torrent déferle tellement vite que les habitants n'ont que quelques secondes pour y échapper. Ceux-là ne doivent leur salut qu'à cette petite colline. Dans cet autre village, des gens ont réagi trop tard. Ils vont échapper à la mort grâce au courage de leurs voisins, comme on le voit à gauche, en bas de l'écran. Les villes sont inondées. En quelques jours, la Bolivie compte plus de 100 000 sinistrés. À Rurrenabaque, le Rio Beni n'en finit pas de gonfler et submerge la ville entière. C'est très mauvais. Ça monte, ça monte. Les gens doivent partir. Les habitants se battent contre la terrible marée, avec des moyens dérisoires. Je rehausse le bas de ma porte. C'est ma maison. Et aussi mon magasin. Pardon, pardon. Partout, les égouts débordent. Pour rejoindre la route de la capitale, le seul moyen, c'est de traverser le Rio Beni en pirogue. Allez, pour la Paz! On y va, on y va, on y va, on y va! Quand la vague fait comme ça, il faut la frapper avec la pointe du bateau. Sinon, la vague peut le faire chavirer. Et si le moteur cale, on a des rames. Des rames. Et si tu heurtes un arbre, pas de problème, il passe sous le bateau. Et si un passager tombe à l'eau? Bah, il nage. Et s'il ne sait pas nager? Bah, c'est pour ça qu'on a des gilets de sauvetage. La traversée ne dure que 7 minutes, mais 7 minutes de panique. À chaque instant, un tronc d'arbre peut surgir des flots et décider du sort de chacun. Le pont est submergé et le courant est trop fort pour laisser passer les voitures. Un gigantesque embouteillage s'est formé.
Des centaines de voyageurs attendent depuis 24 heures que les eaux se calment. Les piétons, eux, passent à leur risque et péril. Ou presque. Comme à chaque fois, tout malheur a ses bons côtés. Des petits malins ont trouvé le moyen de se faire un peu d'argent avec des radeaux de fortune. Pour éviter de lutter contre la puissance des eaux, ils ne nagent pas en ligne droite. Les poissons pilotes remontent la berge, là où le courant est le moins fort, pour ensuite se laisser porter par les flots. La tâche est épuisante, mais le salaire est à la hauteur de l'effort. 1,50 € par personne et 3 € par moto. Depuis que les inondations sont récurrentes, Abdelhamid joue les passeurs. Et c'est lui qui a développé la technique. J'ai eu cette idée parce qu'avant, on faisait traverser les gens à la nage en les tenant par la main. C'était très fatigant et dangereux. Alors j'ai fabriqué un radeau avec des bidons et maintenant j'enchaîne les allers-retours. Beaucoup imité, Abdelhamid aimerait maintenant faire encore une fois la différence en passant à la vitesse supérieure. Fabriquer un bac pour les voitures. Car pour elle, le passage ne s'ouvre que quelques heures par jour. Quand le coup... Tous se sont retrouvés au cœur du plus grand cataclysme de ce début du siècle. Son épicentre se trouve au large de la ville. À 30 km de profondeur, sous la croûte terrestre, se déroule un combat de titans. Les plaques tectoniques indiennes à gauche et asiatiques à droite s'affrontent depuis plus de 4 siècles. Quand la plaque asiatique prend le dessus, l'énergie libérée est gigantesque. 12 000 fois la bombe atomique d'Hiroshima. En quelques minutes, la ville de Banda Aceh est détruite. Le bilan est lourd, très lourd. Près de 100 000 morts. Les photos satellites prises avant et après le tsunami en témoignent. La moitié de la ville est rayée de la carte. La force de l'eau est inimaginable. Plus de 1000 tonnes par mètre cube. Au bout de 5 minutes, la mer se calme. Dans les hôtels, les touristes sont sous le choc. Chacun cherche ses proches. Ils n'en auront pas le temps. Comme en Indonésie, une deuxième vague surprend tout le monde. Ce couple d'Anglais s'accroche désespérément à la balustrade. Un touriste suédois tente de leur venir en aide. Mais il est trop tard. Chacun s'agrippe comme il le peut. L'image est presque irréelle, d'une beauté rare. Et pourtant, pour les Sud-Soudanais,
Elle représente l'un des pires fléaux que le pays ait connu. La crue du Nil Blanc et de ses affluents dure depuis 3 ans. La colère du fleuve a rayé de la carte des milliers de villages, comme des villes, à l'image de Panyagor. Seul son centre a pu être préservé in extremis. Mais aujourd'hui, une nouvelle montée des eaux pousse les plus résistants à rejoindre les 700 000 personnes qui ont déjà fui la région. Si ça arrive au-dessus des couilles, c'est fini, on passera pas. C'est en canot pneumatique qu'il faut aller chercher les naufragés. Cette nuit-là, des centaines de personnes vont être secourues et relogées dans l'urgence pour finir la nuit au sec, mais en état de choc. C'est un peu traumatisant. Hein. Donc, je sais pas, il va falloir un certain temps pour évacuer tout ça quand même. Pour les rescapés des inondations, une semaine de survie vient de commencer. Des villes, des villages, des milliers d'hectares de vignes noyés sous les eaux. Un décor de fin du monde. Au Kenya, la météo semble devenue complètement folle. Les tempêtes se font plus nombreuses et des trompes d'eau inondent tout sur leur passage. L'économie des régions touchées tourne au ralenti. 4 millions de Kenyans n'arrivent plus à se nourrir correctement. Je galère pour utiliser ma moto, alors que c'est ma principale source de revenus. C'est un vrai challenge pour les commerçants de transporter les marchandises, alors que c'est tellement important pour nourrir les gens. Toute cette eau qui lessive la terre et les villages a aussi de terribles conséquences sanitaires. Après les pluies torrentielles, arrive tout un tas de maladies, comme la bilharziose ou la malaria. La cité est partiellement engloutie. 100 000 personnes ont perdu leur logement et leur boutique. Cette pluie n'est pas une bonne nouvelle pour Fofana et son vieux pick-up. Comme tous les chauffeurs de taxi brousse, il sait que ces averses vont lui rendre la vie bien plus compliquée. Mais il a le cœur à l'ouvrage. Moi, je veux de l'argent. Je ne suis jamais fatigué. Si tu es fatigué, que tu restes assis, tu manges quoi? Pendant des semaines, un déluge s'abat sur Monrovia, la capitale. En quelques minutes, la ville est paralysée. Elle sombre dans un chaos presque total. Et c'est comme ça dans tout le pays.
Dans ces conditions, Fofana a beaucoup de mal à rejoindre son travail, le terminal des taxis. Sur son chemin, le marché de Monrovia est à l'arrêt. Sous les trompes d'eau, c'est chômage forcé pour les commerçants. Les coupables, ces égouts complètement bouchés. Une compagnie chinoise était pourtant censée les nettoyer. Viens voir par là. Regarde les égouts qui débordent. La pluie tombe et nous sommes obligés de monter sur le banc. Pendant ce temps-là, on gagne rien. Le gouvernement doit agir. Les égouts sont bouchés, ça déborde. Les Chinois ont pris le fric et ils sont partis. Je ne peux pas traverser, il n'y a pas de bac. Je vais voir s'il a une solution. Le quai a disparu sous les eaux. Pas de bac pour traverser. L'attente est interminable et pour se restaurer, il n'y a plus beaucoup de solutions. Ça, c'était mon restaurant où je servais du poisson frit, du maïs et des cacahuètes. Maintenant, tout ce qu'il y a ici, c'est de la boue, de la vase et rien d'autre. Edgar ne trouvera pas non plus d'endroit pour se reposer. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens. J'ai la gorge nouée, rien que de penser qu'il va falloir tout enlever. C'est le sauve-qui-peut général, et même la migale ne sait plus quoi faire. Avec les inondations viennent les maladies. La diarrhée, le paludisme, les vomissements, la typhoïde, la dengue. Sans oublier les piqûres de serpents. Les Indiens ont l'habitude de dire que la mousson est l'âme du pays. Chaque année, les hommes comme les bêtes l'attendent avec impatience et avec crainte. Car la mousson a un mauvais caractère. D'abord féconde, elle permet de nourrir plus d'1,3 milliard de personnes. Mais elle peut aussi se montrer destructrice et tout noyer sur son passage. Les cultures, et même bien plus. L'île de Majuli, considérée comme la plus grande île fluviale habitée au monde, devrait disparaître d'ici 2030. Ces sacs de sable, disposés le long des berges, n'y changeront rien. Pas plus que les prières. Les pluies de la mousson, combinées à la fonte accélérée des glaciers himalayens, augmentent le débit du fleuve Brahmapoutre. Les courants rongent les rives à grande vitesse. C'est le calme avant la tempête. Ou plus exactement, le calme avant les ouragans. Il s'appelle Eta, suivi 15 jours plus tard par Iota. Des noms synonymes de destruction. Leur pluie torrentielle plonge rapidement le Honduras dans le chaos. Ils risquent leur vie. Dans l'eau, il y a des serpents et des crocodiles. Sans vraiment de moyens, les sauveteurs font ce qu'ils peuvent pour aider les sinistrés.
Nous sommes arrivés à Darasna. C'est la voie la plus dangereuse. Elle est totalement engloutie. Il faudrait un pont pour pouvoir passer. La route est coupée. Je dois abandonner mes passagers. Les passagers ne sont pas totalement livrés à eux-mêmes. À l'autre bout de la route, les attend un autre pick-up qui travaille en collaboration avec Mamat. Nous prenons la pirogue parce que l'eau est profonde. Et en y allant à pied, on risquerait de se noyer. Les passeurs facturent 75 centimes d'euros la traversée par personne. Une opération plus que rentable. Cette pirogue coûte 270 euros. Et par jour, je peux me faire 75 euros de bénéfices. Tous les jours, Makesh renforce et tente d'élargir sa zone de vie. Pour fabriquer mon île, je prends de la boue au fond du fleuve. Ensuite, je mets de l'herbe dessus et j'attends que ça sèche. Une fois que c'est solide, on peut dormir dessus. Dans l'eau, il y a beaucoup d'animaux dangereux, comme des serpents ou des crocodiles. Il y en a partout ici. Bien sûr que ça me fait peur, mais je fais avec. Je n'ai pas le choix, si je veux éviter que l'on soit englouti. Aujourd'hui, la principale activité des Aquacs se résume à renforcer leur île et à pêcher pour survivre. Ils ont perdu tout autre moyen de se nourrir. Avant, nos terres s'étendaient à perte de vue. On pouvait cultiver pour subvenir à nos besoins. Mais maintenant, c'est impossible. On ne peut plus se nourrir correctement. Il n'y a rien d'autre à manger à part du poisson. On en mange tous les jours. On n'a plus de légumes. C'est poisson matin, midi et soir. Avant que l'on n'arrive, les Aquacs troquaient leurs poissons contre le lait et la viande des bergers du coin. Aujourd'hui, ils complètent leur repas avec des jacinthes d'eau qu'ils font sécher et transforment en farine. Mais la plante n'est pas assez nutritive. Combien de temps les Aquacs résisteront-ils à l'inexorable montée des eaux ?